Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation. On va faire une modélisation de ce qu'a pu nous donner l'inflation au mois de juin. On est le 1er juillet. On a une clôture monthly, donc on va aussi aller analyser cette clôture monthly et essayer de voir ce que peut essayer de nous dire le prix en monthly. Donc vous allez voir, ça va être assez complet. Et puis on va faire bien évidemment l'étude habituelle sur BTC et Ethereum. On va beaucoup parler d'Ethereum, je pense aussi. Alors concrètement en monthly, là où c'est intéressant, et j'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, c'est très important, prenez le temps, même si vous êtes sur une Smart TV, de aller faire ce petit geste sur votre téléphone ou ce genre de choses, parce que ça aide la chaîne à se développer. En monthly, ce qu'on peut voir, c'est qu'on clôture à peu près sur cette zone, c'est-à-dire le point qui avait été retesté à l'été 2021, il y a de ça un an. Donc on est au même niveau qu'il y a tout pile un an. Et là où c'est intéressant, c'est que d'une certaine manière, quand on était aussi en décembre dernier, on était au même point que quand on était en décembre précédent. Vous le voyez ici, décembre, et là, je vois pas sur la charte, mais décembre, ici. Donc on était vraiment ici, on suit trait pour trait à peu près ce qui s'est passé l'année dernière. D'une certaine manière, on a à peu près la même pente que ce qui s'était passé. Comprenez bien que ce double top ici en monthly n'a pas encore touché sa target. La target, elle est ici à 12 500 $. C'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé pendant la baisse. Cette target des 12 000 $, on a rebondi aux 15 400, pourquoi pas, mais on a toujours dans les tuyaux également une zone de rechargement d'achat ici dans cette zone-là, qui est également la target d'une épaule tête-épaule qu'on avait cassée et d'un bull flag qu'on verra peut-être en daily, si on met en daily. Hop, on va faire comme ça, tac. Ou globalement, l'épaule tête-épaule, elle est ici. L'épaule tête-épaule, elle est ici, comme ceci, cassée ici. La target là, j'ai dû appuyer sur un truc là, mais c'est pas grave, pardon, excusez-moi. Ça, c'était l'épaule tête-épaule précédente. Voilà, l'épaule tête-épaule, elle est ici, pardon, 1, 2 et 3, cette épaule tête-épaule, elle a cassé et elle nous donne une target également autour des 15 000 $. Donc on a deux confluences chartistes qui nous disent qu'on pourrait aller plus bas. Personnellement, c'est pas mon scénario privilégié. Pourquoi ? Parce que j'identifie ici une grosse zone de short de couverture. Au moment où on perd ici cette structure-là et où on perd finalement le premier arrêt, et bien à ce moment-là, il y avait eu énormément de short de couverture qui avaient été ouverts. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est quelque chose qui est quand même relativement important à capter. On peut aller à 12 500 $, d'accord ? On peut ici être juste au retest de la ligne de coup, se faire rejeter et aller chercher les 12 500, ok ? Donc ça, c'est relativement important à comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre également, c'est que, encore une fois, moi, c'est pas mon scénario privilégié parce que j'ai pas mal de figures ici sur le retournement qui me disent qu'on peut aller chercher cette zone de vente là, c'est-à-dire les 43 000 $. Donc enfoncer légèrement la ligne de coup et puis ensuite on verra ce que nous dit la charte, bien évidemment. En général, on a sur les doubles tops une manière assez précise, et je vais vous donner les targets exacts. Je mets en pause une petite seconde. Voilà, je me souvenais plus du chiffre exact, mais selon les statistiques de Bukowski, qui est un analyste des figures chartistes, il étudie des milliers de figures chartistes et il sort des rééditions de son bouquin, donc c'est mis à jour régulièrement. Eh bien, on atteint cette target-là sur un double top dans 40% des cas. Autant vous dire que c'est pas une très bonne figure chartiste le double top, au sens où aller chercher la target nous donne moins de 50% de confirmation sur une étude de X figures chartistes. Par contre, les ETE, là, on a déjà un petit peu plus de jus, puisque c'est 80% des ETE qui touchent leur target. Donc, voilà, juste pour vous dire, on est sur la ligne de coup. Ici, c'est une résistance relativement forte quand même qu'on est en train avec laquelle on est en train de jouer, et que c'est relativement important à comprendre. En daily, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, hier, on a eu une annonce comme quoi potentiellement
l'ETF BlackRock n'était pas refusé, mais qu'il était inadéquat, que la demande était inadéquate. Ça nous a donné cette très belle bougie. J'ai d'ailleurs tweeté l'affaire et j'ai fait un tweet un peu détaillé sur cette histoire-là. Donc n'hésitez pas également à venir sur Twitter. Concrètement, on a eu cette news-là qui a fait plomber le prix tout de suite de $1 500. Et puis ensuite, il y a pas mal de gens qui ont dit non, mais regardez, c'est pas un rejet, on n'est pas refusé de cet ETF, on est simplement en train de demander des compléments d'information, on va dire. Compléments d'information qui tiennent en grande partie à quel exchange va assurer la surveillance. Sous-entendu, il va falloir qu'il y ait un exchange qui dise s'il y a du wash trading ou pas, etc., comment ça se passe, qui surveille un petit peu également la parité entre l'ETF spot et ce qui se passe réellement sur le spot. En l'occurrence, et ça a été confirmé, je crois, aujourd'hui, en ce qui concerne BlackRock, il y a énormément de chances que ce soit... Excusez-moi, donc on a eu la confirmation aujourd'hui que Coinbase serait effectivement le partenaire à la fois de Fidelity et BlackRock. Ça paraît normal puisque BlackRock est comme cul et chemise avec Coinbase et Ark Invest, même chose. Cathie Wood a des centaines de milliers d'actions Coinbase, donc on peut se dire ici que ce sera effectivement Coinbase qui sera le partenaire. Le problème que ça pose, c'est que ça risque de reculer un petit peu l'ETF dans le temps, au sens où Coinbase est en procès actuellement avec la SEC. Donc on va avoir des réponses par le juge, on va aussi avoir des réponses, est-ce qu'il y a des remaniements au sein de la SEC pour faire passer ces ETF? On comprend ici que c'est, on va dire, le bras armé de Wall Street, hein, quand on parle de Fidelity, BlackRock, Ark Invest beaucoup moins, mais Fidelity et BlackRock, c'est tout simplement le premier et le troisième hedge fund au monde. Donc au niveau d'assets sous management, on parle encore une fois de à peu près, si on met tout le monde en ce moment qui essaye de rentrer dans la crypto, une trentaine de trillions de dollars, ce qui correspond à la dette américaine. Pour vous donner voilà une idée, la dette américaine, elle est à 34 trillions. Voilà, ça correspond à énormément de choses. On a vu hier que les 104 plus pauvres pays du monde gagnaient par an 1 trillion de dollars. Donc c'est 30 fois ce que gagnent les 100 plus pauvres pays du monde. Qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine manière? Ça veut dire que si jamais on faisait une allocation ne serait-ce que de 0,5%, ça pousserait le prix assez facilement d'une vingtaine de milliers de dollars vers le haut. Et ça, j'enlève les multiplicateurs. Je dis juste, voilà, combien, si jamais on rentrait 0,5% de tous ces assets, si jamais BlackRock dit à ses clients, ben nous on pense que vous devriez avoir une allocation de 1% à ses clients, et bien à ce moment-là, on va assez facilement aux 100 000 dollars. C'est pas vraiment la question du jour, on fera des modélisations si vous le souhaitez là-dessus, mais il faut comprendre que, voilà, en tout cas, on a beaucoup d'argent ici en attente, donc potentiellement, bien évidemment, ça intéresse des sociétés comme le Nasdaq, ce genre de choses pour rentrer là-dessus. Sur le 1 heure, on voit très bien le drop. Qu'est-ce que nous dit ce drop? Il nous dit que on est venu chercher sous la structure, hein, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, qu'on avait peut-être ici un mouvement à faire pour venir chasser les stops sous la structure. Beaucoup de bitcoin ont changé de main, c'est ce que je peux vous montrer éventuellement sur le carnet d'ordre. Ou sur ce drop, vous le voyez ici, il y a eu pas mal de bitcoins qui ont été achetés tout simplement, qui étaient en attente ici à l'achat, et on a eu pas mal de shorts sur ce, donc peut-être des initiés, ou tout simplement également peut-être des traders de range, c'est-à-dire qu'ici on était en haut de range, donc pour les traders de range c'était tout à fait naturel de venir shorter l'histoire. Il y a eu pas mal de shorts, on est venu en corriger une partie, est-ce que maintenant on va ressortir vers le haut ou vers le bas? C'est la question à laquelle on va répondre quand on va regarder la liquidité. Mais pour moi ici, l'analyse sur Bitcoin elle est faite. Ethereum BTC qui a pris un très gros regain hier, au moment où la news mauvaise est sortie sur BTC, Ethereum a tiré son épingle du jeu, et personnellement du coup j'ai rentré un trade, quand j'ai vu qu'on cassait cette trendline baissière sur Ethereum, j'ai rentré un trade sur Ether et non pas sur Bitcoin. Je venais juste de me faire sortir du coup de mon trade sur Bitcoin, et en l'occurrence on voit ici un assez fort regain quand même de l'Ethereum contre BTC. On a pu voir également un regain assez fort de l'Ethereum dominance qui est revenu reclaim sa ligne de tendance qui date désormais depuis le 2019 et qui est une ligne de tendance weekly.
Ici, du coup, Ether, malheureusement, il prend sa structure 1 heure, vous le voyez. Et personnellement, donc, je suis rentré dans ce trade à peu près au 1840, quelque part par ici. Et en l'occurrence, vous voyez qu'il vient chercher au-dessus de sa structure 1 heure. Donc ça valait bien une première prise de profit ici dans la zone, en train de se dire, bon, Ethereum n'arrivera peut-être pas à casser sa daily et à revenir aux 2100 $. Mais par contre, ici, mon trade est rentable. Donc du coup, voilà. Je trouve que la structure de correction est pas forcément moche. On va ici faire le suivi sur ce trade. Je pense que je vais d'ailleurs le poster sur TikTok aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur TikTok avec des explications de trade. J'ai hier posté et ça va m'amener... On va d'abord finir ici. Donc là, on a peut-être du coup cette épaule, tête-épaule inversée sur Ethereum. Si on arrive à s'affranchir des 1920 $ réellement, c'est peut-être ce que nous dit le prix actuellement. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation réelle. Mais vous voyez que pour l'instant, en tout cas, on a cette cassure peut-être au test. Si jamais on réintègre, c'est mort. C'était un fake out. Si jamais on ne réintègre pas et qu'on rebondit sur les 1920 et qu'on repart en haut, à ce moment-là, on peut parler de breakout et on peut parler éventuellement d'une target sur Ethereum qui va se trouver quelque part autour de 2200 $, je pense. Si on prend, vous le voyez ici, l'amplitude de l'épaule tête-épaule, on fait une balançoire qu'on reporte au point de cassure et on a ici cette target qui est à 2263 $. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller en ligne droite, il faut absolument jouer cette target, etc. Pour le moment, moi, le breakout me semble un petit peu faiblous. On est venu, vous le voyez, donc je disais chercher au-dessus de la 1 heure. Il va désormais falloir chercher ce point-là, le point des 2000 $, et puis après, derrière, venir chercher le point des 2138. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur ce trade-là, pour moi, j'aurais conseillé un TP partiel ici, une entrée éventuellement au retest, là, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rentrer maintenant. Si vous pratiquez un risk management maîtrisé, comme je le conseille souvent sur la chaîne, et vous aurez la vidéo du risk management qui va être en fin de vidéo. À chaque fin de vidéo, vous avez une vidéo en vignette et c'est toujours par rapport au risk management, tout simplement parce que je pense que c'est la pierre angulaire de la chaîne. Donc voilà, TP1, TP2 et TP3, pas la peine ici avec un tout petit runner au cas où on va un peu plus haut. C'est un swing qui devrait durer quand même au moins 15-21 jours. Donc voilà, prenez le temps là-dessus et ne soyez pas trop pressés. Si ça se fait en tout cas, si vraiment il y a cassure sur Ether BTC, sur l'Ether dominance, sur toutes ces choses-là, etc., ça peut être intéressant. Hier, j'ai posté un trade potentiel sur ADA. Pourquoi j'ai posté un trade potentiel sur ADA? Parce que c'était une config de short que je trouvais assez intéressante. Il faut se mettre en daily pour la voir. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle dit, cette config de short? Elle nous dit que ici on aurait pu avoir un double top. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ADA ressemble très fort au au Total 3, vous allez le voir. Le Total 3, c'est-à-dire les altcoins, que nous disent les altcoins. Et là, vous voyez, donc du coup, on perd cette ligne de coup du double top, malheureusement, sur ce mouvement sur les alts ici. Ici, on vient la retester. Et donc, du coup, là, pour l'instant, on rebondit sur cette structure parallèle qui semble, je dis bien semble, être un bear flag. Si jamais on perdait cette structure ici par le bas, on pourrait vraiment ici avoir une convergence entre le bear flag, qui est celui-ci, là, vous le voyez, et donc, du coup, un mouvement de 1 pour 1 qui nous emmènerait aux 20 cents. Ça, c'est la config du Total 3 également. C'est pour ça que je vous parle de ADA et je vous parle de ce que j'ai posté hier sur TikTok, parce que, sincèrement, le Total 3 ressemble un petit peu à ça. Et vous le voyez ici, c'est un peu un copier-coller. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire également? Ça veut dire si on arrive à réintégrer à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai bien dit sur le TikTok, attendez qu'on casse le flag. Si on arrive ici à réintégrer réellement cette ligne de coup, on n'ira pas chercher la target du double top. Je le répète, 40% de target trouvés sur un double top, au niveau quand on fait une balançoire comme je vous ai expliqué là, et ça veut dire qu'on est en train de réintégrer, on est en train de donner autre chose. Concrètement également, on peut voir assez facilement pourquoi ça rejette ici et pourquoi ça a rejeté déjà par le passé? Tout simplement, on a cette traîne de distribution qui est déjà une forme de résistance et en même temps la ligne de coup de ce fameux double top qui en même temps nous repousse. Si on arrive à passer tout ça, c'est très boule. Sous-entendu, on casse, vous le voyez ici, un élargissement et là, ça nous dit qu'on reviendra potentiellement rejouer à minima avec les 400 milliards de market cap. Donc en ce moment, on va avoir des réponses sur les alts et quand je dis les alts, je ne parle pas d'Ethereum. Pour moi, Ethereum est devenu autre chose. On a le Bitcoin, l'Ethereum et les alts. Stablecoin dominance pour terminer sur cette config graphique, donc l'analyse technique.
Stablecoin dominance, qu'est-ce qu'on a eu? On avait ici, pareil, une ligne de rejet. Pour le moment, et là où ça faisait un petit peu peur sur le mouvement d'hier, c'est qu'on a cassé cette ligne de distribution. Je rappelle que la stablecoin dominance diminue, et puis ensuite réintégration. Donc est-ce que c'est un fake out? Il va falloir ici qu'on arrive à tenir cette ligne de tendance baissière. Ça, c'est une première chose. Par contre, stablecoin dominance, effectivement, on a peut-être un flag ici, même si vous le voyez ici, on avait réintégré ce flag la journée d'hier, la news d'hier n'était pas forcément dans le sens qu'on voudrait. On a en tout cas une stablecoin dominance qui en ce moment nous donne des figures plutôt bearish, ce qui est plutôt une bonne chose. Comprenez bien que si jamais ces figures bearish se mettent effectivement en place, on est déjà sur un support quand même assez important ici, vous le voyez, et là on est sur du 4 heures, donc c'est du costaud. Ça, c'est la première chose. Et potentiel retour aux 8% de dominance, mais on en a déjà pas mal parlé. C'est ça qui voudrait dire 43 000 $ sur Bitcoin à minima. Et si jamais, eh bien, ici, on tient le support, qui est le support actuel, et que malheureusement, on continue finalement cette structure-là, qui est haussière, qui avait cassé ici ses plus bas, qui revient jouer avec son creux précédent, mais qui pourrait très bien revenir péter ses plus hauts, et bien à ce moment-là, ça nous emmènerait plutôt aux 20 000 ou un peu plus bas sur BTC. Donc la stablecoin dominance et cette trendline sont des éléments pour moi extrêmement importants à suivre actuellement. C'est un petit peu comme si on regardait la market cap totale, mais au sein de cette market cap totale, l'indice du cash, qui est bien évidemment la stablecoin dominance. On va aller sur les news et on va commencer par l'analyse de l'inflation. Tous les mois, en début de mois, je fais une analyse de ce que pourrait nous dire l'inflation du mois précédent. On fait cette analyse grâce à cet indice qui s'appelle Trueflation et grâce à un autre indice qui est l'outil Inflation Nowcasting qui s'appelle Inflation Nowcasting et qui est donc du coup l'outil de la Banque fédérale de Cleveland et qui jusque-là, en tout cas cette année, a donné d'assez bons résultats. Qu'est-ce que nous dit cet outil? Il nous dit que on aurait un core CPI en year over year à 5,11% et un CPI à 3,22. Ça sous-entend que les commodités sont baissières. J'entends ici par commodité tout ce qui est bouffe et énergie sur laquelle la Fed ne peut pas agir. Et en month over month, vous voyez que c'est intéressant, on a un CPI qui est égal au core CPI, c'est-à-dire qu'on a un indice de commodité qui, lui, en month over month, nous donne quelque chose de plat. Sous-entendu, ce mois-ci, en juin, eh bien, le pétrole a stagné et la bouffe a stagné. Donc là, on regarde déjà un petit peu les grandes lignes. Donc on le disait, 5,11 et 3,22. Et sur Trueflation, quand on va voir le mois de juin, vous voyez qu'on attaque le mois de juin à 2,95, d'accord ? Et on termine le mois de juin à 2,44. Ça sous-entendrait une baisse de 0,50 à peu près. Est-ce que ça croise pas mal avec ce que nous dit les 0,4 ? Vous voyez ici que ça nous dit que Trueflation nous dit que ça baisserait un peu plus que ce que nous dit l'outil de la Fed. Comment est constitué l'indice de l'inflation? Le CPI, le headline CPI, on va ici aller sur ma courbe d'inflation. On va reprendre la chaîne en normal et on va se mettre comme ça. Ça, c'est la courbe d'inflation que je vous montre tous les mois. Et j'ai ici reporté ce que nous disait la Fed de Cleveland. Ici, c'est une projection que je vous ai mis en bleu. C'est-à-dire qu'on aurait effectivement 5,11. Donc, vous le voyez ici, on est à 3,22. En totalité, le CPI total fait 3,22. On a 5,11 bien évidemment sur le core CPI et ici en dessous du zéro, on a moins 1,89 sur l'indice des commodités. Donc je le répète, la bouffe plus l'énergie. Là où c'est intéressant, c'est que ici vous le voyez, donc ça c'est une projection, hein, encore une fois, on colle pas mal à cette idée que l'inflation pourrait déjà revenir à 2% au mois d'août. Là où c'est un problème, et c'est-à-dire, je vous l'avais mise ici, cette grosse droite en vert qui tendrait vers nous dire qu'on serait déjà à 2% au mois d'août. Là où c'est un problème, c'est quelle est la cause de la diminution de cette inflation. Vous le voyez, il s'agit des commodités qui sont négatives, il s'agit des matières premières qui sont négatives, tout ce qui est importé. En fait, on importe de la déflation. Par contre, le core CPI, qui est la demande aux États-Unis, lui, n'a diminué que de très peu. Sous-entendu, vous le voyez ici, 6,3%, 6,6% quand on était vraiment au max, et aujourd'hui, on serait à 5,11%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Ça veut dire que on importe de la déflation, certes, mais la politique de la Fed n'a somme toute finalement qu'un pouvoir qui n'est pas conséquent sur cette diminution-là. Quand le marché price une récession, le pétrole diminue. C'est une dynamique de marché qui est normale et qui est très bénéfique puisque, vous le comprenez, l'inflation baisse. Donc du coup, les prix diminuent, ce qui relance la demande et ainsi de suite, et ce qui relance également même la demande pour le pétrole. On peut voir éventuellement ces choses-là. Alors, d'abord, je vous fais un point assez important. Sur le headline CPI, qui est vraiment la partie journalistique du CPI, eh bien, on va additionner, vous l'avez compris, 12 mois. C'est-à-dire qu'on va prendre les 12 dernières barres et on va dire, on est à 3,22. Les 12 dernières barres, moins... Donc, on enlève à chaque fois, vous le comprenez, la 1er juin, on enlève, là, en l'occurrence, la barre qui est ici. D'accord ? Donc, pourquoi ça baisse énormément ? Tout simplement parce qu'on enlève un très gros chiffre. Vous le voyez ici, 3,2 sur les commodités, 5,9 sur le core CPI. Donc comme on enlève à N-12 en termes de mois un très gros chiffre, on a du coup un CPI qui est assez flatteur et qui effectivement nous donne un 3,22. En projection, hein, encore une fois, on n'a pas encore eu le CPI. Mais on voit ici et on comprend pourquoi Powell peut-être est en train de nous dire, moi ce que je veux c'est vraiment plomber le corps PCI, sous-entendu parce que le problème c'est que si jamais le marché ici, quand on sera éventuellement retourné en août aux 2% d'inflation, et on a vu que le GDP, donc le PIB américain, avait été révisé plus à hauteur de 2%, et bien à ce moment-là, le problème ça risque d'être que le pétrole reprend. Et du coup, on repartirait à ce moment-là des 2% d'inflation pour finalement venir retester les 4, 5, 6, que sais-je. Donc ce que Powell veut, c'est complètement défoncer le core CPI qui, lui, malheureusement, ne veut pas baisser. Ici, sur le terme journalistique du CPI, eh bien, on est bien sur les chiffres. On a cette target de 2% qui, effectivement, pourrait être atteinte. Et qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça ? Ça peut nous dire tout simplement que, pour le moment, on serait éventuellement en train de régler et même peut-être potentiellement préparer pendant un certain temps les élections américaines, par exemple, avec la Fed qui nous dit, regardez, j'ai atteint ma target de 2%, etc. Sous-entendu également, peut-être que la Fed reste autour des 5% de taux d'intérêt, en tout cas en plateau, qu'elle y reste pendant un certain temps. Je ne pense pas qu'il y aura des hausses supplémentaires. En tout cas, si ce CPI-là est plutôt pas trop mauvais, je vois pas trop pourquoi Powell irait augmenter à nouveau le taux d'intérêt. Cela dit, on est à 5,11. En ce moment, les taux sont à 5/5,25. Et Powell nous a promis 2 hausses supplémentaires. Donc on reste ici il faut pas essayer de se battre contre la Fed, c'est pas la peine. On reste dans l'idée éventuellement qu'il y aura peut-être des hausses supplémentaires, qu'elles peuvent éventuellement arriver à la fin juillet et sur le mois suivant. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui est en train de pricer le marché d'une certaine manière. Vous le voyez, 86% qui pensent qu'on aura une hausse de 0,25 au 26 juillet 2023. Donc voilà pour cette analyse de l'inflation. Encore une fois, on sort un très gros chiffre et c'est ça qui nous donne, et là on va continuer à sortir d'assez gros chiffres pendant un certain temps. Sous-entendu, vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4, peut-être encore 4 gros chiffres qu'on va sortir, et puis ça en va. Donc on pourrait avoir un joli été, une potentielle fin d'année un peu dégueulasse, en tout cas en ce qui concerne les taux d'intérêt et l'inflation. On va voir si c'est le cas. Personnellement, vous comprenez ici que en month over month, Trueflation nous donne un peu plus que ce que nous donne le CPI. Est-ce qu'on va désormais regarder ? Excusez-moi. Donc du coup, il faut bien comprendre ici que on a cette très jolie trend qui pourrait nous donner une touchette aux 2%, voire peut-être même en dessous, mais qui pourtant n'est pas une trend saine. Elle est saine en termes de mécanique de marché, mais on n'a pas ici calmer la demande aux États-Unis, ça n'est pas arrivé. Est-ce que la Fed est suffisamment stupide pour continuer à augmenter les taux et essayer de casser quelque chose dans la demande, alors qu'elle pourrait réussir un soft landing, aller encore plus loin dans l'histoire ?
On va voir si c'est le cas, mais je pense qu'avec la proximité des élections américaines, on va peut-être ici avoir plutôt un plateau pendant un certain temps. Pas de baisse des taux, mais un plateau à 5,25%, avec peut-être une économie qui se porte bien jusqu'à ce que... donc ça c'est très important. Je vous ai montré ça. Oui, également, ce qu'on regarde tous les mois, c'est... les coûts d'hébergement sont pondérés de manière très forte dans le CPI. Le housing est la plus grosse pondération, je crois que c'est 40% si je ne me trompe pas. Et donc du coup, il faut regarder le housing si vous voulez comprendre où va aller l'inflation. Vous voyez ici, moins 0,5. En month over month, ça touche à peu près les moins 0,42 que nous ont donné la Fed. Et en l'occurrence ici, au 1er juin, hop, on y arrive, 4,21. Sur le housing, et en fin de mois de juin, 3,73. Donc ça nous amène ici effectivement à un 0,5 également sur le housing, qui lui pèse beaucoup. Donc tous les mois, on a tendance à regarder de combien a baissé le housing. Donc tout ça est plutôt encourageant pour aller effectivement à 3,22 en termes de projection. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre? Je crois pas qu'on ait déjà les consensus, c'est-à-dire qu'est-ce que la presse économique pense, quel va être le CPI selon la presse économique, US Core Inflation, si on les a, enfin on a en tout cas au moins le month over month qui lui est proposé à 0,3. Vous voyez ici que le consensus, la Fed de Cleveland nous dit 0,4, Trueflation nous dit peut-être 0,5, et 0,42, et ici le consensus nous dit plutôt 0,3. Donc si on avait un 0,4, ça serait plutôt une bonne chose. On n'a pas de consensus ici, on a un forecast de la part de Trading Economics, donc qui est le site que je regarde là, qui nous dit 3,6 en CPI. Vous voyez que nous on a projeté éventuellement un 3,22. Je pense ici qu'on sera à 3,5 en termes de consensus. C'est ce qu'on va voir quand le consensus apparaîtra. En tout cas pour le moment, je n'ai pas les chiffres moi de mon côté. Dernière chose sur l'inflation, et ça va être, c'était effectivement assez long, mais ça méritait, je pense, toutes ces explications-là. Dernière chose sur l'inflation, eh bien, je cherche ce que j'avais à dire, excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, comprenez bien ici que le month over month et l'outil de la Fed de Cleveland et pas mal de choses nous disent que les commodités vont stagner. Donc on va aller voir l'indice des commodités, tout simplement, celui de Goldman Sachs, qui est ici. Et du coup, on va se dire, est-ce que les commodités, elles ont stagné au mois de juin? Et vous voyez qu'on a eu une très légère augmentation ici, 1,67. Vous voyez ici qu'on est dans une diminution des commodités, et ça, c'est ça qui nous permet de plomber l'inflation, c'est ce que je vous expliquais pour le moment. Pourquoi j'ai pris la moyenne ici? Parce qu'on a l'ouverture-clôture, et sincèrement, j'ai regardé hier à peu près ce que ça donnait en daily, et vous voyez que sur le mois, on a dû commencer le mois à peu près... Ici, on oscille entre les deux et c'est assez propre. On n'a pas ici, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait une ouverture très bas. On est resté en bas tout le mois et le 30, on a fait, puisque ça aurait tendance bien évidemment à fausser les données. Donc globalement, je considère que la moyenne est là, à peu près par ici, légèrement en dessous pour moi. Donc voilà, 1,60 à peu près au milieu des deux points ici. On aura à peu près ce que nous a dit l'indice des commodités. Il faut bien comprendre également que le gaz s'est repris, il faut comprendre que le blé s'est repris, en tout cas pas ces 4 derniers jours, mais si je me mets en months, vous voyez que le dernier mois, le mois de juin ici a été haussier, il faut bien comprendre que, encore une fois je vous montre le gaz ici s'est repris, donc est-ce que réellement on va avoir 0 sur ce qui nous donnerait le moins 1,89 puisqu'on efface un gros chiffre il y a 12 mois, excusez-moi j'espère que c'est clair, on efface un gros chiffre de commodité et on ramène un chiffre neutre, ce qui nous emmène à une assez forte baisse. Pareil, si je regarde l'indice de la Baltic Dry, c'est combien ça coûte de traverser de la Chine aux États-Unis, du vrac dans un bateau vrac. Ici, pareil, au niveau des containers, vous voyez que tout s'est repris. C'est normal, le pétrole a un petit peu repris. On voit ici l'indice gasoline, qui est l'indice aux USA. Et on voit ici également le baril de Brent, qui s'est très légèrement repris sur le mois. Donc, est-ce qu'on peut avoir un 0 sur les commodités? Pour moi, pas tellement. Pour moi, on a peut-être une très légère augmentation. Alors, c'est pas grand-chose, voilà. Donc, on peut se dire peut-être que le CPI sera entre 3,2 et 3,5. Pour moi, c'est peut-être cette idée-là qu'on va osciller. En tout cas,
je pense qu'on pourra être au consensus pour le CPI du 12 juillet, et c'était l'objet de cette vidéo. Est-ce qu'on sera au consensus avec notre manière de voir les choses à nous ? Voilà pour cette grosse analyse de l'inflation. On va désormais aller voir les news, mais on va passer assez vite. Ici, ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, concrètement, ce qui pourrait se passer, ce qui est sorti comme news éventuellement, c'est que BlackRock pourrait utiliser Coinbase, je vous l'ai dit, comme... il manquait cette information qui va faire la surveillance, quel exchange vous allez utiliser pour faire la surveillance. Visiblement, il s'agirait donc du coup de Coinbase. Qu'en ce qui concerne ARK, BlackRock et Fidelity, il y a des très bonnes chances que ça soit le cas. Malheureusement, Coinbase est sous procès avec la SEC, ça peut retarder un petit peu cette idée d'un ETF spot sur Bitcoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... l'ETF n'a pas été refusé, ils leur ont dit reprenez vos papiers, allez faire vos devoirs et donnez-nous plus de clarité. Très belle manipulation de marché puisque ça a fuité d'abord dans le Wall Street Journal et qu'il y avait très certainement des gens qui étaient bien entendu au courant de cette news et qui ont dû faire un joli billet sur cette histoire-là. Globalement, ça va être la news du jour. Bon, ici, vous le voyez, Coinbase qui serait probablement le partenaire, mais globalement, vous le voyez ici que ça, c'est un petit peu la nouvelle du moment. Et voilà, on n'a pas tellement d'autres choses, on est samedi aujourd'hui, donc voilà, on n'a pas tellement d'autres choses. On fera demain un point sur qu'est-ce que va être le calendrier économique de la semaine prochaine. Et ici, vous le voyez, le Nasdaq qui fait son meilleur premier semestre depuis 1983. Hier, on a eu des news sur le PCE, on va donc reparler d'inflation, qui sont sortis... Ici, alors on va faire un refresh ici. Ok, on n'a pas les datas. Alors c'est pas grave, on va aller voir sur Trading Economics, qui globalement était plutôt pas mal. Hein. On avait une confirmation de ce que nous avait dit le CPI dernièrement. Je suis en train de chercher là ici, juillet, donc on est dans les anciens jours. Je crois pas que Trading Economics on puisse revenir en arrière, si ça doit être le cas. Voilà, 30. Vous le voyez, PCE 0,4 au lieu de 0,3. Donc le core PCE, on était très légèrement au-dessus du consensus. Personal income, même chose. Personal spending, on est au-dessus, donc un peu de reprise de demande. Le price index, vous voyez 4,3, donc ça confirme ce que nous disait globalement le CPI. Month over month, on est à 0,4. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse... c'est les average hourly, mais oui, non, ça on l'a plutôt sur le CPI, je crois. Non, on n'a pas le average hourly qui est globalement, est-ce que les salaires ont augmenté à l'heure aux États-Unis? Pour le moment, on n'a pas cette data. On va faire la liquidité maintenant. Alors du coup, on va voir qu'est-ce qui a été liquidé hier, et je pense qu'on est sur un chiffre assez costaud. 191 millions de liquidations. 80 millions, donc la moitié sur Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash qui a pas mal liquidé également, et on a les bons vieux ADA, Link, XRP, etc. et Litecoin. On voit en ce moment une résurgence d'intérêt pour les moyennes caps, sous-entendu le top 10, 15, 20. Voilà, ensuite beaucoup de bitcoins qui ont changé de main. Là où c'est encourageant, c'est que dans ce rebond, on a encore des bitcoins qui voudraient bien changer de main, mais on a aussi des bitcoins qui voudraient changer de main dans l'autre sens, c'est-à-dire on a des bitcoins qui sont apparus à la vente. Dans cette baisse-là, eh bien on a eu désormais des nouvelles ventes qui vont se faire. Donc vous avez des gens qui changent d'avis, 335, 60, vous le voyez ici, donc on a pas mal de monde autour des 31 000 $ qui est à la vente. Donc attention à ça, ça nous en dit également pas mal sur le sentiment. Sur le BTC USD, donc les marchés en levier en paire, vous voyez que c'est très propre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre ici les deux points de longue à venir prendre qu'on avait considérés comme relativement importants. Donc on peut les enlever, ces deux-là, tac et tac. On avait fait la vidéo par ici. Ici j'ai un prix qui augmente, un open interest qui descend, enfin un funding qui descend, pardon. Donc j'ai un point de short. Ça a été shorté les 31 000, comme je vous le disais, par des shorters de range et potentiellement également par des initiés, des gens qui étaient au courant que cette news allait sortir. Ici le prix se reprend et le funding également, donc somme toute c'est assez normal. On mettra peut-être ici un point de longue, mais sincèrement il est assez sporadique. Ce que j'ai comme problème ici, c'est que
Donc on va le mettre même en 1 pixel, on va pas mettre en trétillé, je veux dire. C'est que là ça plonge, mais d'une manière assez folle, avec ici énormément, vous le voyez ici, on a globalement à peu près 700 millions d'open interest qui s'envolent en 1 seconde, et par contre le funding ne vient jamais faire un tour dans le négatif. Donc ça me gêne un petit peu, je me dis que peut-être il y a un petit peu de gens qui sont rentrés ici en longue, ou tout au long de cette descente de quelques 5 minutes, et vous le voyez ici, le funding revient jouer avec les 0,090, qui est un niveau nominal de funding qui n'est pas énorme, hein, sincèrement. Ici, latéralisation du funding et latéralisation du prix, très légère baisse. Ensuite, j'ai pas vraiment dans ce range. J'ai du monde qui va rentrer au-dessus et du monde qui va rentrer en dessous, mais vous voyez ici que j'ai pas vraiment d'open interest nouveau qui s'est créé. Donc ça, c'est pas mal. On a déleveragé au 7,74 pour revenir au 6,72. Et donc voilà, est-ce qu'on va redéleverager plus ou pas? Je ne sais pas. Ce qui m'embête un peu, c'est que là, on commençait à partir vers des spreads positifs. J'aime beaucoup quand les spreads sont positifs, moi. Et là, ce mouvement, cette espèce de manipulation de marché, encore une fois, du fait que l'ETF spot ne serait potentiellement pas adéquate, eh bien, du coup, ça nous a replombé dans un funding négatif, etc. Donc voilà, moi j'aime bien quand le funding est positif. On revient ici sur, et pour faire du long, hein, j'entends. Ether USD. Ici, vous le voyez, on avait dit gros point à venir prendre sur Ether au 1830, c'est chose faite. Donc super propre également, vous voyez que ce point il n'est pas au milieu de rien, on l'avait mis en fonction du funding réellement, et on avait dit, oula, il y a quelque chose là ici, un peu trop de monde en longue, ce point-là a été nettoyé, celui-là aussi, également celui-là, également celui-là, et également celui-là. Donc sur Ether, c'est encore plus propre, on a vraiment nettoyé du monde dans tous les sens. Ici, même chose sur Ether, vous le voyez, par contre, beaucoup d'open interest qui revient. Contrairement à Bitcoin, où Bitcoin, il est resté en bas, là. Hein, Bitcoin, il nous a donné quelque chose comme ça, en termes d'open interest. À l'inverse, ici, on a des gens qui sont un peu rentrés dans le même trade que moi. C'est pour ça que moi, je conseille ici une prise de profit quand même provisoire, parce que y a pas mal de monde qui a eu un peu la même idée. Ensuite, la reprise de l'open interest avec un funding qui augmente, c'est à peu près normal. Donc ce niveau-là, pour moi, il est pas énorme. Hein. Sous-entendu, on va le mettre en rouge et en trétillé parce que c'est pas un niveau, c'est un niveau de price action plus qu'un niveau réel d'anomalie de funding. Donc là on remonte, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a tout ça qui est plutôt flat, et là par contre j'ai une forme d'anomalie, vous voyez que le prix descend, mais le funding augmente, et bien ça veut dire tout simplement que j'ai un point à venir prendre au niveau des longueurs, à peu près par ici. Et là pour le coup c'est un vrai point. Est-ce que j'ai été shorté en haut de la structure? Non, pas tellement. On peut pas vraiment dire que ça soit le cas. Si on a des shorts ici à venir chercher, ça sera plutôt au-delà des 2000 $ en ce qui concerne Ethereum. Je crois que j'ai pas sauvé ce que j'ai fait sur BTC, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave, j'irai faire ici. Je pense qu'on avait ça, de mémoire, on avait ça également. Désolé, hein. C'est pour pas oublier. Et on avait ça, et on n'avait rien dedans là, il me semble. Hein. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Je reviendrai voir si c'était bien cette histoire-là. Ensuite, on va sur les poches de liquidité. Alors, poche de liquidité. Poche de liquidité où on a eh bien, un delta qui est passé négatif. On a désormais plus de shorteurs que de longueurs sur les 5 derniers jours sur Bitcoin. 2,16 milliards, c'est pas grand chose. Vous voyez ici qu'on a eu énormément de shorts sur ce drop et qu'ils ont derrière été liquidés. Donc ce drop a permis de nettoyer une bonne partie des longues, mais également les shorteurs qui sont rentrés ensuite sur la structure. C'est très propre au niveau liquidation. C'est extrêmement propre en termes d'action de prix. Ici également, par contre sur Ethereum, vous le voyez, le delta est passé positif. Énormément de gens qui longuent ce projet. Est-ce qu'ils ont déjà pris profit ou pas? C'est un petit peu la question du moment. Pour le moment, on a un rejet sur les 1920 qui est une résistance quasi historique. Maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on n'arrive pas à passer cette résistance-là sur Ether. Est-ce qu'on va laisser gagner ces mecs-là? Il y a 4,28, ça commence à être beaucoup quand même. Donc attention à votre trade si vous êtes en trade, encore une fois, sur Ether. Ici sur la 12 heures sur BTC, j'ai à peu près un équilibrium entre ce qui est longué et shorté, c'est ce que je vous expliquais sur le petit range actuel. On est très flat en ce moment, le week-end va être probablement flat, hein, en tout cas le week-end en ce moment on a assez peu de mouvement.
Et puis là, vous voyez effectivement la prise de liquidité sur la One Week en haut et en bas. Donc on vient toucher les deux bandes, on vient prendre les bandes jaunes à chaque fois qu'il y en a. Désormais, c'est comment va se fonder le sentiment en haut et en bas de cette bande. Pour le moment, on a peut-être plus de choses à venir prendre au-delà des 30K maintenant, hein, qu'on a nettoyé une partie de ça. En tout cas, donc, proche du prix, on a peut-être plus de choses à venir prendre au-delà des 30K. Vous voyez que la 7 jours ne ment pas. La 7 jours est extrêmement adéquate et puissante en ce qui concerne les poches de liquidité, et c'est ce qu'on avait évoqué hier. Sur la 1 mois, peut-être quelque chose à faire au-delà des 32, peut-être quelque chose à faire en dessous des 24 tout simplement. Ensuite, on va sur Ether avec la 12 heures également. Je pense qu'on a pour le coup un peu plus de longue ici. C'est à peu près kiff-kiff. On a peut-être un tout petit peu plus de longue, mais c'est pas énorme, en tout cas sur les 12 dernières heures. Sur la 7 jours, sur la 7 jours, vous voyez que on avait toujours dit Ethereum a quelque chose à faire au-delà des 1920, et c'est ce qu'il a fait. Pour moi, il y a encore du pognon à venir prendre un peu au-dessus. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on voit ici sur la chart, sur la prise de liquidité. Maintenant, vous voyez que c'est pareil. Sur la 7 jours, c'est extrêmement propre sur Ethereum. Il est venu toucher ses 1940. On a pris la liquidité au-delà de tous ces points de short qui s'étaient accumulés sur une structure 1 heure. Maintenant, l'inconnu, c'est de savoir... Et Ether avait bien nettoyé en bas. Vous voyez qu'on est moins péchu ici que sur Bitcoin, même si Bitcoin a très bien nettoyé en bas sur le mouvement d'hier. Et en l'occurrence, vous voyez ici qu'il est juste revenu nettoyer un petit peu en bas ce qu'il y avait, mais il n'avait pas forcément non plus extrêmement besoin de le faire. Il est venu prendre ce niveau 2 pixels qu'on avait montré sur les marchés en levier. Et là, à ce stade, on a peut-être quelque chose à venir faire très légèrement au-dessus. Est-ce qu'on va se diriger par là sur Ether, c'est-à-dire sous-entendu 2100, ou est-ce qu'on va se diriger par là? Ça va dépendre de la balance entre les marchés en levier qui apportent une liquidité potentielle, des poches de liquidité, et la demande d'achat au spot. Est-ce que les gens sont réellement friands d'acheter de l'Ethereum dans la zone des 2000 $ ou pas? Donc c'est une histoire de sentiment, encore une fois. On a fait ici la 7 jours, on va passer sur BTC, on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, sur du coup la structure 1 heure, ici on est à mid-range. Si jamais on a d'ailleurs fait un tour sur Bitcoin par le haut du range, c'est-à-dire qu'on est venu visiter la borne basse, et pour moi, dans ce range, on a eu une déviation en haut, une déviation en bas, donc ce range va pouvoir trouver une vraie résolution. La vraie résolution, c'est-à-dire la prochaine tendance qu'il va nous donner. En général, j'ai tendance de dire qu'un range est une structure de continuation, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de sortir par le haut de ce range que par le bas. Et surtout maintenant, d'autant plus qu'on a nettoyé en dessous. Donc je reste dans cette idée que cette 4 heures est en train de tenir. Je vous la mets ici. La structure ici en 4 heures est potentiellement en train de tenir. On voit que ça a méché dessous, puis c'est reparti. Pour moi, ce que j'ai également, et c'est un peu tricky, mais vous allez voir que sur la 1 heure... Sur la 1 heure, ce niveau, c'est un niveau 1 heure, d'accord? C'est la même chose, on a tenu. On a juste une mèche dessous, on n'a pas de bougie entière. Donc pour moi, la résolution, elle va se faire vers le haut. Maintenant, je peux me tromper, on peut tout à fait dévisser vers le bas. Et je vous ai montré sur l'analyse monthly qu'on est dans une zone extrêmement incertaine, puisque c'est un petit peu le moment où Bitcoin doit répondre, pour moi, il y a un support énorme au 25 dorénavant. Il faut qu'on crée un support énorme et que ce support s'appuie tout simplement sur les 30K. Et où est-ce qu'on pourrait appuyer ce support? À peu près dans cette zone-là. Vous le voyez ici. Pour le moment, ça ne passe pas. Si jamais ça passe, ça deviendra un support assez conséquent. Mais pour le moment, ça ne passe pas. Donc on peut tout à fait avoir un rejet ici. Sous-entendu, faire une structure de double top qui nous renvoie plus bas. C'est une possibilité qui existe. Donc voilà, soit Ether ne fait pas son épaule tête épaule inversée et Bitcoin se fait rejeter ici sur la zone, on sort de ce range par le bas, ce qui est tout à fait une possibilité. Prochain support 28,2 ici, support suivant 27,2 et ensuite 25. Voilà, pour moi il n'y a pas de 25,2. On a ici les 3 supports qui sont potentiels. Entre temps, et pour le moment, on n'a pas grand chose. Ça, là, c'est un support qui, pour le moment, a tellement été retesté, vous le voyez ici, qu'il commence à prendre de la fébrilité. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Si jamais vous êtes
oui, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur tiens, les vacances. Où est-ce que vous avez décidé de partir en vacances? Si vous avez décidé de partir, nous on a une petite qui est vraiment toute petite, donc du coup c'est plus chiant que autre chose de partir en vacances entre guillemets. Donc on a décidé de plus ou moins rester. On va prendre quelques jours au fin fond de la Provence, se louer une petite maison histoire de s'échapper un petit peu de la maison, donc une petite semaine. Je vous dirai quand ça va tomber exactement, je ne me souviens plus. Il y aura probablement pas beaucoup de vidéos dans cette période-là, mais globalement, voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les liens en description pour acheter les ledgers, etc., etc. Tous les liens également d'affiliation. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous pensez que la chaîne vaut le coup d'être soutenue. Sous-entendu, encore une fois, achat de ledger, achat de bouquins sur Amazon, lien d'affiliation si vous voulez soutenir financièrement la chaîne et que ça vous coûte rien. Si vous aviez l'intention de vous inscrire sur un exchange, et encore une fois, je n'en fais pas la publicité ici, mais si vous aviez l'intention, n'hésitez pas à passer par les liens d'affiliation de la chaîne. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Mettez un pouce bleu, c'est très important. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. D'ici là, à très bientôt.